L'eau, une substance chimique inorganique, transparente et inodore, qui recouvre 70% de la surface connue de la Terre. Elle est la force vitale qui anime les organismes à base de carbone qui prospèrent sur notre Terre. Elle délimite et sépare nos terres et s'accumule et se solidifie dans les régions intérieures et extérieures de notre monde stationnaire plat. Dieu aurait dû envoyer un message aux habitants de la Terre et être précis en leur disant de surveiller l'eau, de méditer sur sa fonction et ses lois naturelles, car en leur temps, une grande tromperie serait jetée sur eux, comme l'ombre froide d'un roi inconnu et malfaisant. Et peut-être que Dieu a envoyé ce message sous la forme d'un déluge, mais que sa vérité a été mythifiée et enterrée, et que le mensonge s'est propagé en dépit de cela. L'eau immobile n'est ni courbe ni convexe. Les lois naturelles régissant une masse d'eau immobile insiste sur le fait qu'elle prend la forme exacte du récipient qu'elle remplit, et trouve et maintient toujours un niveau plat. L'eau immobile reste toujours plane. Et en regardant l'eau, lorsque nous nous tenons à un poste d'observation, lorsque nous voyageons en avion, et avant de prendre une gorgée de notre boisson, nous devons tous nous rappeler de ne jamais oublier cette loi. La plupart d'entre nous comprennent instinctivement les lois de l'eau. Et pourtant, beaucoup poursuivent leur vie quotidienne en participant volontairement au canular héliocentrique absurde. Mais pour nous, qui savons que notre Terre n'est pas une planète qui tourne dans le vide infini de l'espace, ceux qui ont étudié le Soleil avec diligence et se rendent compte que c'est le Soleil qui bouge et non la Terre, ceux qui ont tracé les racines illogiques des trajectoires de vol sur un modèle de globe et ont conclu que le modèle est incorrect, ceux qui savent que les lois de la densité régissent l'élévation et la chute des objets et ont étudié les lignes de fuite, ceux qui ont abandonné les lentilles télescopiques conventionnelles, ont réfléchi aux arcs-en-ciel, aux sun dogs et aux étoiles au-dessus de nous, savent que nous résidons dans un firmament en forme de dôme et qu'il y a de l'eau au-dessus de nous. Et ceux qui comprennent que tout notre système terrestre fermé est régi par la fréquence et la vibration de l'électromagnétisme qui émane d'un pôle nord magnétique central. Nous sommes ceux qui se demandent comment nous nous sommes retrouvés dans ce fracas héliocentrique. Et si l'on médite assez longtemps sur les étoiles dans l'eau au-delà de notre firmament, et sur les fréquences et les vibrations de l'électromagnétisme qui les font scintiller à travers tant de nuances de couleurs vibrantes et de motifs géométriques, on pourrait peut-être, juste peut-être, se demander, y a-t-il quelque chose de plus dans l'électromagnétisme, quelque chose qui a été omis ou négligé, quelque chose d'indicible ou de caché? L'électromagnétisme est une force fondamentale de la Terre. Le champ électromagnétique prend la forme d'un tore dans lequel circulent toutes les fréquences et vibrations de l'électromagnétisme. Un tore est une surface tournante qui prend la forme d'un coussin. Les inducteurs et les transformateurs toriques sont essentiels à la production d'énergie électrique. Il existe de nombreuses façons de produire de l'électromagnétisme. Nous en avons déjà examiné quelques-unes. Nous savons qu'un champ magnétique peut produire de l'électricité et que l'électricité peut produire un champ magnétique. Cela fonctionne dans les deux sens. Le magnétisme et l'électricité sont inextricables. C'est une danse de polarité. Les charges électriques se repoussent ou s'attirent. Les pôles magnétiques s'attirent ou se repoussent. Pour chaque pôle nord, il existe un pôle sud correspondant. Un courant électrique passant à l'intérieur d'un fil crée un champ magnétique correspondant à l'intérieur du fil, et un courant électrique est créé dans une boucle de fil lorsqu'elle est rapprochée ou éloignée d'un champ magnétique. Les aimants en fer à cheval sont des aimants permanents puissants. Leur forme, dans laquelle les deux pôles magnétiques sont proches l'un de l'autre, produit un champ magnétique puissant et élevé. L'aimant en fer à cheval peut également fonctionner comme un électroaimant.
Le tout premier électroaimant a été inventé en 1824, nous dit-on, et se présentait sous la forme d'un aimant en fer à cheval. Sa puissance était évidente dès le début. Il ne pesait que 200 grammes, mais pouvait soulever 4 kg de fer. La clé de la puissance de l'aimant en fer à cheval est l'emplacement de ses pôles. Vous pouvez voir le champ magnétique ici, représenté par les lignes vectorielles. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que la concentration du champ magnétique est plus importante près des pôles de l'aimant. D'aussi loin que l'on se souvienne, on nous a présenté et divertis avec une certaine idée du futur. Pas nécessairement notre futur en tant qu'individu, mais l'avenir de l'humanité, de la technologie et de la société en général, que ce soit sous la forme de films hollywoodiens, et vous savez lesquels, les films d'action, les sagas de science-fiction et les films d'animation ou de littérature, de musique et d'exposition d'art. Dans ce domaine, nous voyons notre technologie portée à ses limites. Les véhicules volent, les ordinateurs vivent, les robots donnent un coup de main, les écrans holographiques décorent chaque pièce. Les villes continuent de s'élever et de dominer le ciel. Certains peuvent se téléporter, et les voyages dans l'espace sont désormais possibles et acceptés comme la norme. En dehors de la fiction, nous avons aussi des documentaires qui donnent à réfléchir et qui nous disent où nous allons, avec généralement la narration d'un vieil homme qui se lamente sur le chemin imparable que nous suivons. C'est très sérieux. Nous détruisons notre planète, la seule que nous ayons. Et nous avons des partis politiques, des organisations non gouvernementales, et des voix fiables, et des génies scientifiques primés, qui partagent des messages similaires. Et en réalité, lorsque vous examinez de plus près la fiction et les faits allégués, ils partagent tous les mêmes prémices et principes sous-jacents. Nous devenons si avancés technologiquement que la planète sur laquelle nous résidons n'est plus suffisante ou ne peut plus soutenir notre activité. Les systèmes d'intelligence artificielle avancés, les vaisseaux volants, les percées dans le clonage et les lits médicaux signifient que le monde naturel a souffert en conséquence. Et, selon le type de genre que vous recherchez, la solution est soit 1. Que l'humanité périsse, peut être détruite par les systèmes d'intelligence artificielle qu'elle a elle-même créés, ou peut-être par un virus naturel qui a muté et balaie la Terre pour rétablir l'équilibre naturel. Ou 2, que les humains disent au revoir à leur petite boule bleue solitaire et partent dans l'espace à la recherche d'un nouveau foyer. Mais voyez-vous, il n'y a pas de planète globulaire et il n'y a pas d'espace. Et par conséquent, toutes les visions du futur sont purement fictives et pas particulièrement innocentes. Ce que nous ne voyons toutefois pas souligné dans ces visions du futur, c'est le potentiel de l'électromagnétisme à transformer toute la vie humaine, la technologie et la société. Ce qui est étrange, quand on sait que toute vie et la Terre elle-même sont impossibles sans l'électromagnétisme. Pourquoi les visionnaires ne voudraient-ils pas explorer cela plus en détail? Serait-ce parce qu'ils n'en ont pas le droit? Serait-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Peur de nous voir relier un peu trop de points? Peut-être. Et encore une fois, les aimants en fer à cheval peuvent agir comme de puissants électroaimants. Si une civilisation devait progresser technologiquement par l'utilisation de l'électromagnétisme, l'aimant en fer à cheval aurait certainement un rôle énorme à jouer dans ce développement. Oui, il le ferait certainement, et il l'a fait. L'aimant en fer à cheval, l'Arc de Triomphe. Oui, l'un des plus puissants électroaimants jamais construits.
Bienvenue dans le futur. Sauf qu'il s'agit du passé. Le futur est venu et est reparti, et nous l'avons manqué. La magnifique architecture que nous voyons partout dans notre monde, que les menteurs officiels et les contrôleurs de celui-ci ont appelé historiciste, néoclassique, renaissance, gothique, etc., appartient à une seule et même civilisation unifiée. Une civilisation si développée qu'elle a exploité le pouvoir de l'électromagnétisme à un degré si élevé qu'elle a non seulement construit ces énormes structures, mais les a aussi façonnées avec une finesse et une beauté absolue. Une célébration de leur propre avancée technologique. Les structures ont été conçues dans le seul but de récolter et de générer de l'énergie électromagnétique et de la distribuer partout dans le monde. Leur ville, leur village et tout un mode de vie dépendaient de l'utilisation d'une énergie électromagnétique puissante, propre et gratuite. L'énergie était captée et collectée dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes, au moyen d'antennes, de flèches, de dômes et de tours. Toutes les structures impossibles que nous voyons aujourd'hui ont été reconverties, rebaptisées par nos contrôleurs et les citoyens du XIXe siècle. Ceci n'est pas une église, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un château et ce n'est pas un bâtiment gouvernemental. Ce sont des générateurs puissants et gargantuesques. Ils collectaient et généraient l'énergie électromagnétique qui était ensuite stockée dans d'immenses centrales électriques et distribuée et redirigée par des structures sophistiquées et avancées, dont un énorme électroaimant, ou ce que nous connaissons sous le nom d'arc de triomphe. L'énergie était stockée dans des batteries et des condensateurs, tels que des tours et des obélisques. Toutes les villes ont été construites partout dans notre monde sous la forme d'un grand réseau électrique interconnecté, un peu comme une énorme carte mère d'ordinateur. Je sais déjà ce que vous pensez. Quoi? Il a finalement perdu la tête. Il nous a eu avec la Terre plate. Mais là, c'est trop. Je sais. La programmation de secours est en train de se mettre en place. Mais avant de vous détourner pour partir et de balancer vos bottes boueuses, laissez-moi vous montrer comment cela a fonctionné. Comme vous le savez, nous vivons sur un plan plat et stationnaire. Au centre se trouve une source de magnétisme au pôle Nord, et directement au-dessus se trouve Polaris, fixé au point central et le plus élevé d'un merveilleux firmament en forme de dôme cristallin. Sous le firmament, différentes couches d'atmosphère existent à différentes hauteurs. L'ionosphère commence à environ 50 km au-dessus de la Terre. Elle comprend une thermosphère et la mésosphère. L'ionosphère est une atmosphère électrique qui est ionisée par l'électromagnétisme du Soleil. Elle forme également le bord interne de la magnétosphère. Je sais, beaucoup de grands mots et de concepts abstraits. Mais vous êtes familier avec ce processus et vous en avez été témoin chaque jour pendant toute votre vie. Comme vous pouvez le voir, les fioles ici contiennent des gaz moléculaires qui sont présents dans l'atmosphère au-dessus de nous. Lorsqu'une source électromagnétique, telle qu'une bobine Tesla, est appliquée à proximité de ces gaz, le champ magnétique de la bobine ionise ou charge ces gaz, et il en résulte un plasma phosphorescent. Les gaz se colorent, c'est pourquoi notre ciel est principalement bleu, parce que la présence électromagnétique du Soleil ionise l'atmosphère, et le résultat est un plasma coloré. Lorsque le Soleil entre ou sort de notre région, ou ce que les menteurs du monde appellent le lever et le coucher du Soleil, nous voyons une variété de gradients de couleurs en raison de la distance par rapport à l'ionosphère au-dessus de nous.
Lorsque le Soleil ne voyage plus au-dessus de notre région, le ciel perd sa couleur et nous pouvons voir les étoiles dans le firmament au-delà. Bien que les scientifiques officiels désignent l'ionosphère comme une couche atmosphérique, il s'agit en fait d'une couche éthérée. L'éther est le tissu ou l'élément qui porte l'électromagnétisme. Il relie tout dans notre monde. C'est le tissu qui rend possible le Soleil et la Lune et leur voyage concentrique au-dessus de notre disque. L'éther est le mystérieux cinquième élément. Il relie tout électromagnétiquement par l'énergie vibratoire. Il est la colle, la toile, la force motrice d'absolument tout. Les quatre autres éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, n'existent que grâce à l'éther. Ils sont l'expression des vibrations de l'éther. La cymatique est un bon exemple de la présence de l'éther. Les fréquences alimentées par la plaque de Chladni font que le sable ou le sel forme des formes géométriques précises et complexes. Plus la fréquence est élevée, plus le motif géométrique est complexe. Mais quel est le conduit qui prend les vibrations des fréquences et permet au sable de prendre cette forme? C'est l'éther à l'œuvre. C'est pourquoi nous voyons des fruits et des légumes qui ressemblent beaucoup à des motifs cymatiques. C'est l'éther à l'œuvre. Toute matière est éthérée, et la forme de cette matière est une expression différente de l'éther, déterminée par la fréquence et la vibration. L'éther est le pont entre la fréquence électromagnétique et l'énergie vibratoire et la forme de la matière elle-même. On pourrait l'appeler le Saint-Esprit de Dieu. Le discours historique et scientifique sur l'éther est un discours délibérément manipulé. L'ennemi a introduit la vérité uniquement pour la discréditer et ensuite l'enterrer. Certains des personnages présumés du passé ont écrit sur l'éther. Un certain Aristote l'appelait le cinquième élément. James Clerk Maxwell, le soi-disant père de l'électromagnétisme, a parlé de l'éther en déclarant: dans plusieurs parties de ce traité, on a tenté d'expliquer les phénomènes électromagnétiques par une action mécanique transmise d'un corps à un autre, au moyen d'un support occupant l'espace entre eux. La théorie ondulaire de la lumière suppose également l'existence d'un support. Il nous reste maintenant à montrer que les propriétés du support électromagnétique sont identiques à celles du support luminifère. Le support auquel il fait référence ici est l'éther. Albert Einstein et d'autres ont réussi à solidifier le modèle héliocentrique à travers des écoles frauduleuses de la pensée scientifique. Mais même Einstein ne pouvait nier la présence de l'éther. Selon la théorie générale de la relativité, l'espace est doté de qualités physiques. En ce sens, il existe donc un éther. Selon la théorie générale de la relativité, un espace sans éther est impensable. Car dans un tel espace, il n'y aurait non seulement pas de propagation de la lumière, mais aussi pas de possibilité d'existence pour les étalons de l'espace et du temps, baguettes de mesure et horloge, ni donc d'intervalle d'espace-temps au sens physique du terme. Même les scientifiques contemporains, sous le charme de l'héliocentrisme, admettent qu'il est absurde de nier l'existence de l'éther. Aujourd'hui, le vide est reconnu comme un milieu physique riche. Une théorie générale du vide est donc une théorie de tout, une théorie universelle. Il serait approprié d'appeler le vide éther, une fois de plus. Revenons à l'ionosphère éthérée. Comme je l'ai dit, cette couche d'éther au-dessus de nos têtes est une mer constante d'électromagnétisme et est responsable du plasma de couleur au-dessus que nous appelons le ciel. La source de son électromagnétisme est le Soleil. C'est à cause de cette couche ionisée que nous obtenons des éclairs ionosphériques sous forme de farfadets qui influencent à leur tour les orages en dessous. Un ion est une particule, un atome ou une molécule ayant une charge électrique nette.
L'électricité est un flux continu d'ions. Les électrolytes de notre corps sont ionisés. Tout est relié par l'électromagnétisme et l'éther. Nos ancêtres historiques hautement développés et sophistiqués comprenaient non seulement le fonctionnement de l'ionosphère et de l'éther, mais ils avaient également mis au point des méthodes pour les exploiter de manière magistrale en tant que combustible pour alimenter la Terre entière. Et si le processus exact par lequel ils ont pu extraire l'éther nous est délibérément caché et reste inconnu, les vestiges structurels que l'humanité a depuis réutilisés en tant qu'architecture nous offrent de nombreux indices sur la façon dont tout cela a fonctionné. Les preuves sont partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et une fois que vous les voyez, elles deviennent si évidentes que vous vous en voudrez de ne pas les avoir remarquées en premier lieu. La question est très complexe, et il faudrait du temps pour l'étoffer. Pour l'instant, nous allons donc examiner de plus près certaines de ces structures et présenter quelques concepts de base. Au fur et à mesure que nous poursuivrons notre voyage, nous explorerons tout plus en détail. Nous les voyons partout. Au sommet de toutes ces magnifiques structures, des tours, des flèches et des pinacles qui s'élèvent en antennes pointues. C'est à travers ces antennes complexes que l'éther était récolté. Vous voyez, après la grande réinitialisation des années 1800, l'ennemi a fracturé la compréhension unifiée de Dieu de l'Ancien Monde et a créé de multiples religions pour essayer de cacher Dieu et de justifier l'existence de si grandes et belles structures technologiques. Et je sais que cela peut déranger certaines personnes, mais restez avec moi, je ne vous laisserai pas tomber. Mais pour l'instant, il est essentiel de comprendre que de nombreuses icônes religieuses qui ornent et composent ces antennes n'ont jamais été des indicateurs de différentes religions dans l'Ancien Monde, et n'étaient pas destinées à l'être. Elles signalaient quelque chose d'entièrement différent. Elles sont généralement faites de cuivre et d'or. Tous deux sont d'excellents conducteurs d'électricité. Dans de nombreuses structures, que nous appelons cathédrales, les pointes symétriques des pinacles fonctionnaient de manière similaire, extrayant l'éther de l'ionosphère. Une fois récoltée, l'énergie devait inévitablement être attirée vers le bas dans la partie supérieure la plus large de ces structures en forme de dôme. En examinant l'intérieur de plusieurs de ces dômes, nous nous rendons compte qu'ils reposent sur une ornementation symétrique, obtenue par des indentations ou des cavités dans la maçonnerie. Dans le monde de l'électromagnétisme, un résonneur à cavité fonctionne par symétrie pour produire des oscillations ou des vibrations de particules énergétiques. Les formes symétriques forcent les particules énergétiques ou les ions à vibrer de manière constante. Est-ce la raison pour laquelle nous voyons une ornementation symétrique parfaite dans le plafond de nombreuses structures en forme de dôme? Cela semble sans doute absurde, mais la majorité de ces structures comportent également un petit type de résonneur à cavité, ou ce que l'on appelle plus justement des magnétrons à cavité, qui offrent une certaine clarté quant à la fonction réelle de ces structures. Un magnétron à cavité est un tube à vide de grande puissance qui génère des micro-ondes en utilisant l'interaction d'un flux d'ions avec un champ magnétique lorsqu'il se trouve dans le résonateur de la cavité. Un magnétron fonctionne à travers un vide symétrique et vidé. Il émet de puissantes micro-ondes qui peuvent servir de source d'énergie libre. Si vous brisez la symétrie ou fermez le vide, il ne fonctionne plus. Mais pouvez-vous voir la ressemblance? Ces structures n'ont jamais été conçues pour contenir du verre. Les contrôleurs ont ajouté le vitrail aux rosaces pour couper la fonction du magnétron. Ils ont fermé nos instruments d'énergie libre. Et ils sont partout dans ces structures. Il
Il est intéressant de noter que si vous observez la géométrie de sections entières des structures elles-mêmes, il devient alors très évident qu'elles ont fonctionné dans leur intégralité comme un magnétron à cavité pour générer de l'énergie. Tous les magnétrons à cavité sont constitués d'une chambre métallique circulaire centrale chauffée, dans laquelle le courant sort et que l'on appelle cathode. Regardez ce mot, cathode. Est-ce qu'il vous rappelle un autre mot? Cathédrale, cathode. Comme pour tout le reste, ils corrompent la vérité et cachent des choses à la vue de tous.